Donc l'histoire que je vais vous présenter, vous raconter là, maintenant, on l'a intitulée « La Révolution française vue de Chantilly, l'apprentissage de la démocratie ». Avant de commencer, je voudrais vous dire dans quelles conditions tout ça s'est fait, parce que c'est aussi une histoire qui est liée à l'histoire locale. Et bon, ça s'est fait à partir de 1976, à l'élection d'une nouvelle municipalité présidée à l'époque par Maurice Pilorge. Les conseillers municipaux ont entrepris de ranger le grenier de la mairie. C'est à l'occasion d'un changement de secrétaire de mairie. Enfin, les circonstances se prêtaient à faire un certain nombre de transformations. Donc, ils ont entrepris de faire le ménage. Et les conseillers ont alors découvert sous des tonnes de poussière, enfin c'est pas mal de vieux papier et de poussière, des registres manuscrits, manifestement très anciens, dans lesquels ont été consignées les délibérations des assemblées municipales qui couvrent en quelque sorte la période révolutionnaire. Il y a en fait 3 cahiers qui vont de 1787 à 1795, avec une lacune qui porte sur 2 ans, 1790-92. Bon, à partir de ces documents, j'ai repris mes études d'histoire que j'avais abandonnées et je me suis remis au travail dans des conditions un peu particulières, parce que le maire de l'époque m'a autorisé à apporter chez moi ses archives originales et à travailler dessus pendant plusieurs années avant de les verser aux archives départementales où elles sont maintenant à Chambray et tout. Et j'ai pu ainsi faire soutenir un mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine en 1982, après avoir travaillé 5 ou 6 ans dessus. Ce travail a été fait sous la direction de Claude Petitfrère, qui est un professeur d'histoire moderne et contemporaine à Tours, qui est aujourd'hui en retraite, mais qui est toujours entouré. Bon, il s'agissait d'étudier des événements qui apparemment sont sans importance majeure pour la France, bien sûr. Ces événements qui se sont déroulés dans le village, on est invité par là, si vous voulez, c'est pas purement gratuit de faire ça, c'est un peu une façon d'aborder l'histoire par l'autre bout de la lorgnette, par le petit côté, de voir l'histoire à partir du bas, au ras des pâquerettes plutôt, et au lieu de la voir depuis le monde parisien, le monde des grandes villes. On essaie de comprendre par là quelle a pu être l'écho de la Révolution française, de cet événement majeur de la vie du pays. Quelle résonance a pu avoir dans des campagnes reculées, à une époque où il n'y a pas les moyens de communication, où il y a à peine 2 routes, enfin la route du Mans est encore en état d'ébauche à l'époque, et on voyage avec des malpostes, des diligences, enfin des transports qui sont des transports d'une autre époque, où on n'a pas
des moyens de communication comme on en a aujourd'hui. Si on commence cette histoire en 1787, c'est parce que la Révolution n'est pas arrivée comme ça, par hasard, brutalement, dans un pays, mais c'est le fruit d'une période de préparation, d'une période qu'on dit pré-révolutionnaire, qui est difficile de définir avec précision, mais qui doit dater déjà des années 1750. Et les gouvernements successifs de la monarchie ont tenté des réformes, un certain nombre de réformes pour réorganiser notamment l'administration locale et provinciale. Le but qui était primordial, c'était de permettre la levée des impôts. Il y avait des problèmes financiers, trésor public, et il fallait donc organiser et gagner il fallait tenir compte de l'opinion publique, tenir compte davantage de la vie des usagers, des gens. C'est une conception assez moderne, contemporaine, tenir compte des gens et des administrés dans l'exercice du pouvoir. Donc il y a eu une première réforme qui a été mise en place en 1787, et à l'époque, la Touraine faisait partie d'une grande province, d'une grande subdivision administrative qui s'appelait la Généralité de Tours, qui comprenait les provinces du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, et on avait mis en place en 87 une assemblée pour la province de Touraine, assemblée qui était présidée par le duc de Luynes. Bon. Et à l'intérieur de cette province, il y avait un certain nombre de circonscriptions qui avaient été découpées, qui s'appelaient des districts. Il y en avait plusieurs, il y en avait 8 en Touraine, et donc il y avait le district de Tours, de Loges, d'Amboise, Richelieu, Chinon, Loudun même, Langeais et Preuilly-sur-Claise. Dans chaque district, on avait mis une assemblée élue également. Le village de Charentilly faisait partie à l'époque du district de Langeais, et comme dans chacune des paroisses à l'époque, il a fallu élire une assemblée municipale. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire un petit peu ce que c'était que Charentilly à l'époque. Qu'est-ce que ça représente à l'époque? C'est une petite commune, une petite paroisse modeste qui a à peu près 400 ou 500 habitants, pas plus. Et les chiffres d'ailleurs sont très approximatifs, puisque les premiers recensements qui vont être effectués vont l'être à partir de 1836. Donc c'est une estimation, on estime cette population à partir des feux, ce qu'on appelait les feux, c'est-à-dire les foyers. Et bon, c'est une notion assez vague, puisqu'on ne sait pas, dans un foyer, il peut y avoir 2 personnes, 3 ou 4, enfin c'est variable, donc ce sont des moyennes. Le village de Charentilly apparaît sur des plans. Vous en avez un là qui est affiché là, qui date de 1802, donc au début de l'Empire. C'est un plan qui a été fait à partir de diapositives, donc c'est un système un peu artisanal, quoi, et on va refaire, notamment avec Paul Evin qui nous a présenté là toutes les
les photographies des vitraux de l'église et donc il a fait donc un travail remarquable sur le plan photographique et il est très intéressé par ce plan, donc je pense qu'il va le refaire. Il faut aller le photographier aux archives rue des Ursulines à Lyon. Donc vous voyez la disposition des lieux, et on a sur la droite tout le ruban qui descend du nord au sud et qui est donc la vallée de la Choisille. C'est une zone de peuplement, il y a le bourg qui est au milieu, et puis il y a un certain nombre de moulins qui jalonnent le parcours. De l'autre côté, il y a une masse verte qui est l'ensemble des propriétés, des grandes propriétés seigneuriales, qui sont Coyer, les Ligneries, et c'est une importante masse boisée qui représente l'une des ressources les plus importantes de la commune à l'époque. Le travail du bois, c'est un travail qui fait vivre une grande partie de la population avec les bûcherons et puis tous les métiers dérivés de charpentier, de menuisier, etc. En dehors du travail du bois, il y a dans la commune une partie des terres qui est donc consacrée aux cultures traditionnelles, les labours, les céréales, mais il y a déjà la présence de la vigne et il y a environ un peu plus de 5%, entre 5 et 6% des terres cultivables qui sont consacrées à la vigne. Donc on est en présence d'une société de paysans, une société rurale, et c'est une société de petits exploitants. D'après le cadastre de 1829, on a plus de 42% des propriétaires qui possèdent moins d'1 hectare. Donc ce sont de très petits propriétaires et 34% des propriétaires possèdent entre 1 et 5 hectares. Donc c'est un village où la petite propriété est très importante en nombre, mais il n'empêche que les propriétés seigneuriales représentent une masse importante de la commune, puisqu'elles occupent environ 18% du sol. Sous l'Ancien Régime, ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est donc la période avant la Révolution, c'est-à-dire la monarchie. Les communautés villageoises ne sont pas gouvernées véritablement par un conseil, ni un conseil de village, mais il n'y a pas véritablement de structure administrative, il y a simplement une certaine représentation des chefs de famille qui se réunissent périodiquement pour désigner ce qu'on appelle un syndic, c'est-à-dire un personnage qui est chargé de veiller à l'ordre public et puis qui est chargé de servir d'intermédiaire entre l'administration du district, des districts et les administrés qui sont les habitants du village. Le syndic n'a pas le rôle de magistrat comme l'a le maire d'aujourd'hui, c'est vraiment simplement une sorte d'arbitre qui est chargé d'un certain nombre de tâches et d'organiser les tâches qui relèvent de la gestion des habitants sur le plan du village. En face de ce personnage qui est un personnage laïque, on a un marguillier, un autre personnage qui s'appelle donc le marguillier, qui lui s'occupe de la gestion des biens de la paroisse.
Donc c'est l'aspect religieux. Et là aussi, ce personnage dirige un petit conseil d'habitants, d'hommes, qui s'occupent des biens de la paroisse, des biens de la cure. Ces biens de la cure qui, en fait, constituent les revenus du curé. En 1787, donc, on a l'élection de la première municipalité. Première fois des élections municipales dans le village. Et ces élections se passent dans la seule salle disponible, c'est-à-dire l'église. L'église qui fait office de salle municipale, de salle polyvalente, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui. Et il y a dans cette municipalité, qui est définie par la loi, il y a des membres de droit et des membres élus. Les membres de droit, on va en dire deux mots, ce sont à la fois le seigneur et le curé. Je commence par le curé parce que c'est très vite fait. Le curé, c'est un personnage qui a une soixantaine d'années à l'époque, qui s'appelle François Trouillou. C'est un homme qui dit ne pas se mêler des affaires de la société civile et laïque, donc il ne s'occupe pas de cette élection municipale, il dit que son rôle n'est pas d'être là. Bon, quant au seigneur, c'est déjà plus compliqué, parce que les paroisses étaient toutes sous la tutelle, au moins théorique, d'un seigneur. Un seigneur, c'est pas forcément un chevalier, comme on se l'imagine au Moyen-Âge. Un seigneur, dans le cas de Charentilly, c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'ordre juridique sur les gens, sur les habitants de la commune, qui perçoit un certain nombre de droits sur des propriétés. C'est quelqu'un qui exploite des terres, et il se trouve que nous avons à Charentilly un seigneur, après des péripéties qui ont marqué le Moyen-Âge et la monarchie après, on se trouve en présence d'un seigneur qui est en fait un collège, qui est celui du chapitre de Saint-Martin, le chapitre étant le collège des chanoines de l'abbatiale de Saint-Martin. Et ces gens-là, les chanoines de Saint-Martin, depuis très longtemps, ont disparu de la commune, en quelque sorte. Ils ont une espèce de tutelle théorique, de principe, souvent honorifique. Ils ont des droits à l'église, ils ont des stalles, ils ont des places réservées, ils ont le droit de nommer le curé de la paroisse, ils ont un certain nombre de prérogatives comme ça, mais ce sont des exploitants agricoles comme les autres, et donc la seigneurie, c'est quelque chose qui, à Charentilly, n'a pas de véritable sens. Et donc, en 1787, en fait, les habitants du village vont se trouver immédiatement plongés dans une responsabilité municipale, en quelque sorte, sans aucune tutelle extérieure, ni nobiliaire, seigneuriale, ni ecclésiastique avec le curé. Donc ces deux autorités qui sont traditionnelles dans la société d'Ancien Régime, la noblesse et le clergé, sont absents. Donc ce sont des gens qui sont entre eux. Alors, le système d'élection qui est mis en pratique par cette loi, c'est un système
censitaire, c'est-à-dire qu'on est électeur quand on paye un certain montant d'impôts, et pour être élu, il faut payer encore un peu plus d'impôts. Donc c'est un système de 2 niveaux, et c'est ce qu'on appelle un système censitaire, puisqu'il faut payer un sens, s'acquitter donc d'une contribution personnelle pour pouvoir participer aux élections et pour pouvoir être élu. Les résultats de ces élections sont sans aucune surprise, il n'y a pas de suspense, comme on dirait. Le syndic de la paroisse, qui était Pierre Valin, qui était donc l'élu des chefs de famille, est élu syndic de l'Assemblée municipale. En quelque sorte, c'est le premier maire de Chantilly, Pierre Valin, et il a comme greffier le marguillier, qui est le boucher du village, François Poisson. Donc pas de changement. Les autres membres sont des agriculteurs, un meunier, un charron, enfin des gens qui sont dans le milieu soit des artisans, soit des agriculteurs. Les résultats donc, de ces élections vont pas modifier beaucoup le fonctionnement du village. Bon, on est entré dans une période qui n'est pas véritablement une période qui n'est pas véritablement la révolution encore, ce sont des essais de réforme qui se passent un peu avant la révolution et qui n'affectent pas vraiment la vie des gens. La seule occasion pendant laquelle la municipalité aura un peu de travail, c'est en 1789. Parce qu'en 1789, la municipalité est obligée de réunir à nouveau l'assemblée des habitants pour rédiger un cahier de doléances. Un cahier de doléances, c'est un registre dans lequel on relève tout ce qui indique les réformes à entreprendre, tout ce qui motive le mécontentement général, les aspirations des gens sur le plan de l'impôt, sur le plan de la justice, sur le plan de la lutte contre les privilégiés. Donc tout ça forme, si vous voulez, est quelque chose qui est entrepris sur le plan national, sur l'ensemble de la France, et c'est quelque chose qui n'a rien de spontané. C'est un travail qui est mené dans bien des cas par des sociétés de pensée ou par des corporations ou par simplement des groupes de pression, on dirait, des lobbies, et qui rédigent des modèles de cahiers qui font circuler dans les communes, et chacun les recopie en ajoutant ça et là quelques phrases qui particularisent un petit peu les revendications locales. À Charentilly, ça s'est passé comme ça, comme ailleurs. Les seules notations qu'on trouve à Charentilly sur les revendications locales, ce sont les revendications qui touchent à des personnes dont on dénonce en quelque sorte les privilèges. Il y a le seigneur du Coyer qui ne paie pas d'impôt, il est exempté de l'impôt, donc les gens sont mécontents. Il y a aussi à la touche un maître de poste qui ne paie pas d'impôt. Tous ces gens-là qui échappent à la règle générale, pour des raisons souvent fallacieuses d'ailleurs,
sont dénoncés par l'opinion publique et les gens le notent sur le cahier de doléances. Il y a aussi autre chose qui transparaît dans ce cahier-là, c'est que à Charentilly, à cause des forêts justement, les nobles, notamment le seigneur de Poyers, les propriétés des ligneries, à la Goguerie également, il y a des plantations d'arbres, puisque effectivement ils vivent de l'exploitation du bois, donc ces gens-là replantent, essaient d'augmenter leur domaine, le domaine forestier, et on voit que les paysans ne sont pas contents du tout, parce que c'est dans ces forêts, les forêts attirent les bêtes qui ravagent plus ou moins les cultures, et tout ça. Donc ça fait des dégâts et ils sont assez mécontents. Par ailleurs, la municipalité de Charentilly aura pour rôle, c'était un devoir qui lui était imposé par la loi, de réaliser les rôles des contributions foncières et mobilières. C'est-à-dire qu'on voulait harmoniser, rationaliser la levée de l'impôt pour que ce soit pas comme c'était, c'est-à-dire vraiment de façon anarchique. Et souvent les impôts étaient levés par des personnages qui étaient en fait des régisseurs et qui levaient également, en plus de l'impôt, qui levaient leur propre salaire sur les paysans. Enfin, il y avait un certain nombre d'exactions, on a entendu parler de la gabelle, des choses comme ça. Bon, l'impôt est très mal, est très impopulaire, et donc les agriculteurs, on demande aux mairies et aux communes de rédiger des documents qui font l'inventaire en quelque sorte des propriétés pour la contribution foncière, et puis inventorier les biens des personnes pour la contribution mobilière. Bon, c'est un travail que la municipalité, là, va pas être capable de mener à bien, sauf la contribution foncière. Je crois qu'ils vont réussir à y arriver, après bien du travail, mais sur le plan de la contribution mobilière, ils ne vont pas y arriver, parce que c'est un travail qui dépasse beaucoup leurs compétences. Ce sont des gens qui sont bien souvent sans instruction et qui n'ont pas les moyens de pression sur les gens pour faire appliquer des lois. C'est un peu pratiquer une sorte d'inquisition auprès des gens pour essayer de savoir quels sont leurs biens, pour inventorier la fortune de chacun. C'est quand même très délicat. Donc il faudra que finalement le gouvernement central, au moins à la province, il y ait des agents spéciaux qui viennent faire ce travail de la rédaction des états nécessaires à la levée de l'impôt. Là, ensuite, on va avoir une seconde municipalité en 1792. Bon, et là, on change un peu d'époque, de mentalité, parce que la Révolution a beaucoup progressé. On est entré dans une phase beaucoup plus difficile, beaucoup plus violente aussi, parce qu'il y a la guerre, et puis ça a provoqué des journées d'émeutes à Paris, et donc il y a un gouvernement, vous avez entendu parler du gouvernement de la terreur, donc il y a eu un certain nombre d'exactions, de
personnes qu'on a éliminées, il s'agissait d'éliminer les ennemis de l'intérieur, comme on disait, les prêtres, les nobles, les émigrés, bon, tous ces gens-là qui étaient mis un petit peu au bord de la nation. Tout ça a provoqué un durcissement du régime, un durcissement politique, et ça correspond à la proclamation de la République le 20 septembre 1792. Les actes sont datés de l'an 1 de la République française. Bon, dans le village, l'élection de cette nouvelle municipalité est marquée forcément par cette modification de la politique générale. Il y a un certain élargissement du droit de vote, qui n'est pas énorme, mais il y a un certain élargissement. On abandonne la notion de chef de famille et on donne le droit de vote à des gens qui ont plus de 25 ans. C'est un changement parce que un fils de 30 ans qui exploite une terre en commun avec son père dans le régime antérieur n'avait pas droit de vote. Il n'est pas chef de famille. Donc il y a un élargissement modeste mais qui existe. Mais on a toujours l'existence d'une contribution à payer pour pouvoir avoir le droit de vote. C'est une contribution qui est égale à peu près à la valeur de 3 journées de travail. Et donc on sélectionne là un corps électoral, un ensemble de personnes admises à voter, qui sont à Chantilly à peu près 42, c'est-à-dire à peine 10% de la population totale. Donc, bien sûr, on est loin du suffrage universel, sans parler du vote des femmes. On voit bien. La date du scrutin est annoncée, enfin, on va faire, à l'occasion de ces élections de 1792, la loi met en place tout un cérémonial pour bien faire comprendre, face à une valeur quasiment pédagogique par rapport aux gens du village, pour bien faire comprendre que maintenant c'est plus le pouvoir personnel, mais c'est la loi qui est en quelque sorte le pouvoir, qui représente l'autorité. Donc on met autour de l'application de la loi tout un cérémonial qui va se traduire à Chantilly par une mise en place de certaines phases dans la procédure électorale. Il y a d'abord le curé qui monte en chaire à la messe paroissiale, qui annonce l'élection, qui explique pourquoi l'élection, et puis après, devant l'assemblée des électeurs, il faut élire un collège de 3 personnes pour désigner les plus anciens parmi les électeurs, pour qu'ils fassent respecter l'ordre dans l'assemblée. Ensuite, on élit un président de séance pour 42 personnes. C'est, je dis, un cérémonial qui paraît un peu désuet, mais qui veut essayer d'éduquer à la pratique démocratique les gens. Donc, on élit un président de séance qui va être logiquement le curé. Parce que c'est lui qui a l'habitude de rassembler les gens, qui a l'habitude de s'adresser à l'ensemble des citoyens du village. Et le curé accepte,
c'est un changement d'attitude par rapport à son attitude de 1787, parce que à ce moment-là, il rentre vraiment dans la vie publique, il prête le serment civique, il a prêté le serment civique à la constitution civile du clergé. C'est cette espèce de rupture avec l'Église, avec le fonctionnement traditionnel de l'Église et de l'État. Cette rupture, c'était une rupture voulue par les dirigeants parisiens pour avoir un peu la main mise sur les biens du clergé, notamment, mais aussi pour avoir le droit de désigner les prêtres et les évêques. Donc le clergé, vous savez, vous souvenez certainement d'avoir appris ça autrefois, il y a eu une division assez profonde au sein des prêtres. Certains ont juré, accepté la constitution civile du clergé et d'autres pas, et c'est le cas du curé Trouilloux, François Trouilloux, qui lui a accepté de prêter le serment civique, et je pense que c'est pas une question idéologique, c'est simplement une question une volonté de ne pas rompre avec la communauté des habitants qu'il avait en charge. C'est un homme de 60 ans, c'est donc 60 ans en 1789, c'est quand même déjà un âge avancé, puisque la mortalité était beaucoup plus précoce qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que le curé Trouilloux a voulu rester parmi ses ouailles en quelque sorte. Ensuite, il a fallu que l'Assemblée prête aussi encore les serments civiques. On aime beaucoup les serments à l'époque. C'est des gens qui sont très marqués par la culture romaine, par la culture juridique, et donc ils utilisent le serment un peu tout le temps, et ensuite on passe vraiment à l'élection. Alors c'est un peu contradictoire parce que cette volonté d'instaurer un cérémonial particulier pour cette élection semblerait indiquer qu'on veut rompre avec des pratiques antérieures, avec les pratiques monarchiques, le pouvoir personnel du roi, etc., qui incarnent la loi. En réalité, ça ne change rien dans les faits, parce que ce sont les mêmes personnes, Pierre Valin, son greffier Poisson, etc., qui sont réélus. La seule différence, c'est qu'on va avoir un personnage un peu particulier qui est introduit dans la vie municipale, c'est le personnage du procureur de la commune. Le procureur de la commune qui a voix délibérative comme le maire et qui est élu dans les mêmes conditions que le maire. Donc ça fait en fait un maire bis ça signifie en quelque sorte que les législateurs qui ont rédigé cette constitution se méfient justement du pouvoir personnel, du pouvoir d'un seul, et ils mettent en face du maire un personnage qui est son égal pour que tous les deux se surveillent l'un l'autre. Donc c'est un peu ce régime-là qui est mis en place à partir de 1792 dans les phases d'étudiure de la Révolution française et qu'on retrouvera plus tard dans la dernière municipalité, celle qui est élue en l'an 3, c'est-à-dire en 1794. Vous avez le calendrier républicain là, c'est pas compliqué, c'est sur Google. C'est très facile à voir, mais ça vous donne les correspondances quand vous trouvez les dates indiquées dans le calendrier républicain. Donc c'est en Nivose, on voit de Nivose en 3, 30 septembre 1794.
Alors, cette dernière municipalité marque encore une étape dans l'apprentissage de la démocratie, mais c'est un peu le contraire de la démocratie qui se met en place, parce que, en fait, la nouvelle municipalité n'est pas élue, mais elle est désignée par les autorités au niveau départemental. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'on est entré dans la dernière phase, en 1994, dans la dernière phase de la Révolution, celle qu'on appelle la réaction thermidorienne, parce qu'elle a débuté au mois de Thermidor, après l'exécution des partisans de Robespierre, qui étaient des partisans de la terreur, du régime de la terreur, les plus violents. Donc on retourne à une gestion, à une politique plus modérée, plus opportuniste et plus modérée, mais ça ne va pas dans le sens d'un progrès démocratique, parce que ce sont des gens qui sont, eux, tellement, qui ont tellement peur du pouvoir du peuple, parce que le peuple a commis des excès dans la période précédente, et qu'ils jugent plus sage de faire nommer les nouveaux dirigeants au niveau communal par des autorités responsables au niveau départemental ou au niveau des districts. Bon, dans les faits, ça ne change rien, c'est toujours l'inévitable Pierre Valin qui revient sur le devant de la scène et qui est nommé comme maire à l'époque. Il a en face de lui, comme autrefois le procureur, il a en face de lui, maintenant ça a changé de nom, mais le produit est le même, en quelque sorte, c'est un agent national, donc c'est une personne qui est chargée de surveiller, de contrebalancer le pouvoir éventuel ou les excès de pouvoir éventuels du maire, et cet agent national est un personnage qui est, comment il s'appelle François Collat. C'est un personnage qui lui aussi, comme le procureur autrefois, est un personnage qui vient d'un milieu un peu différent du milieu rural. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le procureur de la commune, ce qui s'appelait Claude Sylvain Larcher, était le fils d'un bailli. Un bailli, c'est un administrateur juridique, enfin une sorte de fondé de pouvoir des seigneurs ou des autorités locales, et c'est plutôt quelqu'un qui vient du milieu administratif, du milieu citadin plutôt. Et François Collat, c'est quelqu'un qui, lui aussi, finira juge de paix dans le canton, qui va postuler au poste d'instituteur, donc c'est un peu aussi un peu un intellectuel quoi, dans le milieu, c'est pas très lié à la vie rurale. Donc il y a quand même un certain nombre d'introductions d'un certain pourcentage de personnages nouveaux par rapport aux personnes qu'on a vues défiler depuis 1787. Et bon, à part ça, si vous voulez, dans ah oui, puis François Collat a la particularité d'être plus jeune que les autres. Il a, à l'époque où il est nommé, il n'a que 35 ans. Alors que les autres ont plutôt dans l'entour de la cinquantaine, 40-50 ans. Et dans l'histoire de Chantilly sous la Révolution, on n'a pas trace de véritables phénomènes de violence, d'actes de violence. Il y a un certain nombre de réactions épidermiques qui
qu'on peut noter. Par exemple, ils ont été cassés les fleurs de lys qui étaient sur le portail de la goguerie, les armoiries, tout ça, ça a été déglingué. C'est des mouvements de vandalisme un peu, mais qui vont pas très loin. Il y a également des énervements, des manifestations d'énervement à l'occasion de la conscription volontaire, parce que pour la guerre, il y a eu une certaine réquisition des jeunes pour partir aux armées. Donc il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont faites chez les particuliers parce que le fils de la famille a disparu, on ne sait pas où il est, personne ne l'a vu, ni entendu. Bon, il est disparu dans la nature. Parfois aussi, on réquisitionne des transports on réquisitionne des personnes qui sont obligées d'aller porter avec leur cheval et leur charrette du grain ou des provisions à la ville. Donc c'est des journées de travail qui sont perdues. Donc tout ça, ça provoque un certain nombre de rouspétances, si vous voulez. Les gens ne sont pas contents, manifestent une certaine hostilité. Bon, il y a un dernier trait qu'on peut noter aussi, c'est que on a eu la plantation, on ne sait pas trop à quelle époque, mais c'est certainement en fin de la période révolutionnaire, plantation d'un arbre de la liberté. Alors ça aussi, ça se faisait beaucoup. À l'époque, on plantait un arbre qui était en l'occurrence un chêne. Ça devait être vraisemblablement sur la place, là. Parce qu'on ne sait pas trop dans quel état était la place. Donc il faut vous l'imaginer sans la mairie, la mairie actuelle n'existait pas. Donc on ne connaît pas vraiment la topographie des lieux. Enfin bon, l'arbre de la liberté, toujours est-il qu'une fois planté, il a été arraché, coupé à coups de serpe, et il a été fichu par terre sur le sol. Et là aussi, enquête, on demande à tout le monde, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Et donc c'est un peu le signe des gens qui, si vous voulez, il n'y a pas idéologiquement ni un refus de la révolution, ni une adhésion totale. Ce sont des gens qu'on verra après s'arranger pour durer sous tous les régimes. Mais bon, c'est dit sans... c'est pas péjoratif, je crois, mais c'est parce que il n'y a pas vraiment d'opinion publique dans ces périodes-là, et que de toute façon, ils n'ont pas la maîtrise de leur destin, quoi. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils essaient de tout ménager. On les verra plus tard acclamer Napoléon, acclamer Louis XVIII, acclamer tous les régimes qui vont se succéder. Et ça se passe sans heurts, et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus mauvais que les autres, ou plus indifférents. Mais enfin, il y a une certaine modération qu'il faut bien reconnaître dans ce village, mais pas uniquement dans celui-là. Dans beaucoup de villages de France, les problèmes de la Révolution française sont surtout des problèmes urbains, mis à part les questions de la Vendée, tout ça qui sont des problèmes particuliers. Dans les campagnes de chez nous, en Touraine et dans les campagnes alentours, il n'y a pas eu véritablement il n'y a pas eu de dénonciation pour des questions idéologiques. Il y a eu des lois pourtant qui ont incité à la délation. Ça rappelle d'autres souvenirs, mais on n'a pas trace de
ces législations aient eu un quelconque début d'application. Voilà. Comment est-ce que le peuple était mis au courant? Au courant, la chaire, le curé. Dans les campagnes, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais si vous voulez, les textes révolutionnaires sont connus. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution, les constitutions qu'il y a eu, figurent dans les archives départementales. Elles sont copiées sur le registre des délibérations municipales, copiées, manuscrites à la main. Donc elles sont censées être connues. Le sont-elles vraiment? C'est une autre affaire. Mais... Pourtant l'Église était bien souvent contre la Révolution. Oui, l'Église est contre la Révolution, mais d'abord, il y avait le haut et le bas clergé, c'était quand même assez différent. Et il y a eu dans les villages des curés qui sont restés complètement avec leur soigne. Si vous voulez, là, du caractère anti-religieux de la Révolution, c'est une période assez courte de la période révolutionnaire, qui bien souvent d'ailleurs a dépassé, même sous Napoléon, les choses ne reprennent pas comme ça. L'instruction religieuse dans les campagnes, un type comme Victor Hugo a jamais été baptisé, quoi. Donc c'est une génération d'après. Mais ils ont été élevés par des parents qui ont été complètement coupés de l'enseignement religieux parce qu'on ne pratiquait plus le culte dans les églises depuis 1793-94. Mais là, je pense que l'information, elle est quand même très mal faite, et elle est faite par la chaire, par les assemblées municipales. On ne sait pas trop comment ça se passait. Hein. Les assemblées municipales, moi je n'ai pas trouvé trace, si vous voulez, de délibération de conseils municipaux avec du public. Mais les gens savent que, par exemple, les Chouans, les armées des Chouans, quand ils sont au Mans, quand ils sont dans la région d'Angers, etc., on le sait là. C'est des rumeurs, mais il y a des rumeurs qui circulent et tout ça parce qu'on voyage, il y a des coursiers qui se déplacent, il y a des diligences, il y a des chevaux, des messagers à cheval qui vont de ville en ville et on transmet des nouvelles qui ne sont pas sûres, mais enfin, les gens ne sont pas totalement coupés de tout. Peut-être c'était à la boulangerie que ça se passait, l'information. Non, dans un commerce. Un commerce, la boulangerie, il n'y en avait pas. Enfin, il y avait des... Le problème, c'est qu'il faut quand même que l'information, elle vienne jusqu'au village. Non? Mais un bruit, il y avait quelque chose qui oui, à Tours, comme ailleurs, oui. Non, c'est sûr que ça a été une période terrible. Les manuscrits dont vous parliez au début, donc, qui ont été retrouvés à la mairie, donc ça retrace, c'est quoi? C'était des comptes rendus de réunions? C'est rare. Compte rendu de conseil municipal. On a même retrouvé, enfin, quand Yvette était là, il y avait pas, on a même retrouvé, parce qu'il n'y a pas que le grenier pour accrocher, le secrétariat de mairie était quand même un vrai cru dans ce moment. Et donc, je ne sais pas comment le secrétaire de mairie travaillait, mais puisque tout était entassé partout, et on a retrouvé, alors ça c'était bien avant la Révolution, on a retrouvé le plan de l'église sur calque en couleur. Donc ils sont aux archives départementales maintenant, mais c'était là.
tu n'as pas dit hier, qui est quand même important, c'est au niveau de culture des gens. Parce que si on retrouve toujours les mêmes gens, c'est parce qu'ils savent lire, écrire. Oui, c'est parce qu'on n'a pas de choix, quoi. On n'a pas très peu de possibilités de choix. C'est vrai, il n'y a pas de choix. Et c'est amusant même de voir que c'est les commerçants, donc pas forcément les classes les plus hautes, qui savent mieux lire, écrire et compter, parce que c'est leur travail de tous les jours. C'est le côté intéressant. Tu peux fouiller, Patrick, il y a tout ton côté là. Mettre de l'ordre encore un peu. Oui, c'est rangé. Il va y avoir un bel escalier. Comment? Il va y avoir un bel escalier. Ce sera plus les chaises. C'est une quinzaine de jours. Non, mais c'est mémorable, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui aient trouvé des arrêts de ce niveau-là. Et ensuite, il faut réfléchir, ça fait quand même. C'est pas pour les Français, probablement. Tu crois que les autres sont tout valorisés? On avait quand même un secrétariat de mairie très particulier. Oui. Et tu crois que dans les autres mairies, on n'a pas C'était rangé. Bon, mais il y a beaucoup de monographies qui sont faites sur les communes. Alors, on a quand même maintenant, enfin, dans les rayons de la bibliothèque municipale, etc., il y a quand même pas mal de bouquins qui sont sortis sur les communes de Touraine. C'est sûr que enfin, ça dépend des auteurs, mais il y a beaucoup de choses sur l'histoire très ancienne et souvent la préhistoire, parce que l'histoire est souvent faite par des préhistoriens qui s'attachent à des fouilles archéologiques plus que ce que je fais moi. Je ne suis pas spécialiste de ça. Ce qui est intéressant ici,